Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le vendredi 5 février. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Dans l'affaire des expulsions de Morne-à-l'Eau, les propriétaires font exécuter une seconde décision de justice en démolissant les habitations après avoir délogé les récalcitrants. Après le meurtre de Saint-Claude, commis devant des témoins passifs, explication du délit de non-assistance à personne en danger pour lequel ils sont poursuivis. Le miel guadeloupéen, l'un des meilleurs du monde, mais l'apiculture est une production particulièrement fragile. Le journal, Aurélie Ronze. Et c'est peut-être l'épilogue dans l'affaire des 3 familles expulsées de leur logement à Bosredon à Morne-à-l'Eau le 11 janvier dernier. Il leur est reproché d'avoir construit sur un terrain qui ne leur appartiendrait pas. Ce matin, suite à une décision de justice datant de 2012, 2 des 3 maisons incriminées ont été démolies. Une démolition spectaculaire qui s'est déroulée devant la caméra d'Alizé. Le reportage de Jacques Damprobe. Sous les yeux impuissants des membres de l'une des familles expulsées il y a près de mois, le tractopelle fait son œuvre. Aucun obstacle ne peut lui résister. Tout doit disparaître. D'abord une première maison, puis une deuxième. Le tour de la troisième viendra un autre jour. Laurence fait partie des expulsés de Bosredon-Morne-à-l'Eau. Après des années de résistance, la jeune femme est bouleversée, mais veut plier bagage la tête haute. Vous faites les choses tout le temps en prenant le principe que oui, les vieux, les anciens vous disent que oui, vous avez le droit, tu as le droit de construire là, tu as le droit de faire ceci, tu as le droit de faire cela. Mais après, les générations qui arrivent, ça entraîne la haine. Et en fait, quand les gens ne se rendent pas compte, là, peut-être aujourd'hui, ça a été ma maman, demain, ça sera quelqu'un d'autre. Donc au final, après, gérer les papiers, ça, on ne sait pas faire ça ici en Guadeloupe. On ne sait pas gérer les papiers, on ne sait rien faire de tout ça. Et après, regardez où est-ce que ça arrive. Là, ma maman a eu un problème, c'est qu'elle a été mal défendue. Elle a été mal défendue, c'est tout. Et il y avait en face quelqu'un qui avait un petit peu plus d'argent. Donc c'est juste ça. Il ne faut pas penser, en fait, compte. Tout le monde, là, je sais, tout le monde, ils vont dire, ouais, il construit case à son terrain qui bataille. Ce n'est pas une histoire de terrain qui n'est pas à elle, c'est juste que c'est un terrain familial. La partie adverse estime être dans son bon droit dans cette affaire, une affaire née d'une transaction qui remonte à un autre temps entre une mère et ses 2 filles sur un terrain de 4 hectares. Cela fait 4 ans que le tribunal a jugé de façon définitive et ce n'est qu'aujourd'hui que les propriétaires légitimes mettent à exécution sous l'autorité tout d'abord du tribunal et puis de l'autorité administrative qui nous a accordé la force publique le 11 janvier dernier. Mais les personnes expulsées sont revenues sur les lieux et aujourd'hui nous sommes obligés d'utiliser justement des moyens de démolition pour répondre à cette décision de justice et faire en sorte qu'elle soit appliquée. La justice est passée dans la douleur, mais l'affaire de Bosredon illustre bien les désaccords qui peuvent naître entre héritiers. Et souvenez-vous, le 11 janvier dernier, dans cette affaire, le collectif de défense mobile avait érigé un barrage pour soutenir les familles expulsées. C'est ce même collectif qui a bloqué ce matin la route de la traversée pendant quelques heures. Le collectif mené par Hubert Kiaba proteste, on le rappelle, contre la hausse des impôts dans la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre. Un mot de santé, 17 cas de Zika ont pour l'instant été confirmés en Guadeloupe parmi 2 femmes enceintes. Des cas répartis sur 9 communes dont Bémao, Morne-à-l'Eau, Sainte-Anne, Petit-Bourg ou encore Baïf. À noter qu'aujourd'hui, l'OMS a jugé approprié de reporter les dons du sang des voyageurs revenant de pays à risque où sévit le virus Zika. Une mesure déjà appliquée au Canada et en Grande-Bretagne. La Guadeloupe en proie ces derniers jours à un regain de violence. On dénombre en effet 3 meurtres en 24 heures. Hier, le procureur de la République a dénoncé l'immobilité des témoins, notamment dans l'affaire du meurtre de Saint-Claude. Des témoins passibles de non-assistance à personne en danger. Et il faut le souligner, c'est assez rare. Alors que signifie exactement ce terme juridique? Muriel Barlagne nous en dit plus. 3 personnes sont poursuivies pour non-assistance à personne en danger. Elles sont restées inertes lors d'une rixe mortelle survenue à Saint-Claude ce mercredi.
Les faits ont été filmés par une caméra de surveillance, un fait divers qui interpelle la population. Je trouve que c'est de l'inconscience, tout simplement. Normalement, c'est ça qui prouve que le temps a bien changé parce qu'à une certaine époque, c'est peut-être par la peur, je ne sais pas ce qui se passe de nos jours. Non, je dis que les gens, ils ont peur, alors ils ne réagissent pas. C'est pas qu'ils ne sont pas, comment dirais-je, je ne sais même pas quoi vous dire parce que là... On doit pouvoir aider les gens, hein, quelle que soit la personne, puisque nous sommes tous frères et sœurs. Donc c'est quand même grave hein, tout ça. Hein. Le non-assistance à personnes en danger n'est pas toléré, donc c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Si vraiment c'était le cas, c'est vraiment déplorable. C'est dommage. La non-assistance à personne en danger est une infraction grave. Alors c'est l'article 223-6 du Code pénal qui prévoit cette infraction. Elle prévoit que lorsque quelqu'un pouvait empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, s'il pouvait empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, eh bien s'il s'abstient volontairement de porter secours, il encourt une peine d'emprisonnement de 5 ans et une peine d'amende de 75 000 €. La non-assistance à personne en danger est une infraction particulière. Il n'est pas si simple de démontrer qu'il y a abstention volontaire de la part de celui qui ne réagit pas. Et ce n'est pas le seul point à défendre. Le texte le dit, hein, l'abstention est volontaire, mais il aurait fallu que par son action immédiate, il puisse aider, mais que cela comporte pour lui... que cela ne comporte pas pour lui de risque. Et c'est là qu'est le problème. On ne peut pas supprimer le risque. Donc les magistrats qui vont s'intéresser sur ces questions vont vérifier s'il pouvait y avoir un risque sérieux pour l'intervenant ou pour un tiers. Donc c'est le caractère sérieux qui sera vérifié. Personne ne pourra se départir personne ne pourra se justifier de ne pas avoir secouru ou assisté en disant « mais j'avais des risques pour moi, pour ma vie, pour d'autres, il faut que ce risque soit sérieux ». Les circonstances qui ont entouré une telle infraction sont à étudier de près. C'est un type d'affaire à juger au cas par cas. Coup de projecteur à présent sur une filière guadeloupéenne qui rassemble de plus en plus de passionnés. Il s'agit de la filière miel. Il faut savoir que le miel guadeloupéen est considéré comme l'un des meilleurs miels au monde avec une production de 80 tonnes l'année dernière. Karine Gelman nous fait justement visiter une exploitation de miel au moule, son reportage. La reine est là. Juste là, on a de la chance. Donc, je vais la marquer, parce qu'elle n'est pas encore marquée. Vous les marquez pour les reconnaître? Voilà, pour les reconnaître et aussi pour l'année de naissance aussi. Donc, chaque année, est-ce que c'est une de l'année dernière? Il va commencer à avoir des petits boutons. Apiculteur par passion, Isaïe est tout nouveau sur un marché de près de 120 apiculteurs, en symbiose avec leurs abeilles. Ça, c'est une grille à reine. Donc, là, c'est une grille en métal. Hein. Donc, l'espace qui est entre chaque séparation fait que la reine ne peut pas passer. Mais les butineuses, les abeilles qui vont chercher le nectar, elles pourront passer, elles, par contre. Avant, j'étais réceptionniste d'hôtel, voilà. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et après, je me suis mis dans l'artisanat où je faisais du verre soufflé, je déformais des bouteilles. Et c'est en faisant cette activité-là que j'ai rencontré un ami, M. Michino, Patrick Michinologue, qui vendait de l'hydromel, en fin de compte. C'est un vin de miel. Voilà, donc il faisait ça sur le marché de Petit-Beau. Il m'a dit, est-ce que ça ne t'intéresse pas de faire de l'apiculture? Je dis, oui, mais je ne connais pas comment faire pour me former, pour y accéder, quoi. Et de là, lui, il avait fait une formation sur la France à Arras. Et de là, c'est lui qui m'a initié en apiculture. Et depuis que je suis dedans, je baigne dedans, voilà, tranquillement. Le miel guadeloupéen représente une production de près de 80 tonnes pour l'année 2015, contre une consommation locale qui s'élève en moyenne à 250 tonnes par an. C'est donc moins de 40% de la consommation locale. Tributaire des conditions climatiques et de la floraison des arbres et des fleurs, la dernière sécheresse a fragilisé la filière miel. Ça a impacté énormément et sur la production de miel et sur les pertes de colonies aussi. Parce qu'on n'a jamais connu une sécheresse depuis 1952. Et ce qui fait que si on prend l'exemple du tendre à caillou qui aime beaucoup tout ce qui est sécheresse, il doit être stressé pour pouvoir fleurir.
Mais il y a eu tellement de sécheresse qu'elle n'a pas fleuri cette plante-là. Donc, et après, ça a créé un déséquilibre pas possible. Les abeilles étaient en carence, donc il y a eu beaucoup de pertes de colonies. L'important pour Isaïe, c'est d'avoir un miel de qualité et de vivre avec la nature. Ben, voilà, il faut aimer la ruche, être dedans, voilà, comprendre le travail que les abeilles font, parce que c'est un travail particulier. Hein. Les abeilles ne travaillent en général pour les générations futures, systématiquement. Voilà, parce qu'elles ne vivent pas longtemps. Une abeille vit quoi, en moyenne 45 jours. Donc, mais tout ce qu'elle va stocker, ben, ce sera pour les abeilles, la génération future, ainsi de suite. Mais au moins l'apiculture, les abeilles qui ont 65 millions d'années, nous les êtres humains, on en a 3 millions. Donc j'ai l'impression qu'en préservant les abeilles, je fais quelque chose pour la planète. Alors, regarde là sur la porte, ouais, déjà, il y a déjà une petite nuance. Ouais, là c'est beaucoup plus foncé que là. Voilà, et au niveau des saveurs aussi, c'est jamais pareil. C'est ce qui fait le charme du miel, c'est toujours du miel, mais quand on a plusieurs petites floraisons différentes, eh bien, on a des saveurs différentes, des goûts différents, ça crée une certaine magie. Parce que souvent les clients sur les marchés, comme je vends sur le marché du Moule, le mercredi après-midi, me disent que ah, mais je connais le miel, c'est du miel. Mais quand je leur fais goûter à deux, ils me disent mais c'est pas possible qu'il y ait autant de différence entre les goûts. Eh bien oui, c'est ça, c'est la magie. La magie de la nature. Et la transition est donc toute trouvée pour vous parler d'environnement et notamment de la loi sur la biodiversité votée le 26 janvier dernier au Sénat. Plusieurs amendements du sénateur guadeloupéen Jacques Cornano ont été adoptés à une large majorité. Pour en parler en détail, notre invitée ce soir, Pamela Aubertan. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes enseignante et chercheur en sciences politiques au CAGI, donc vous avez été l'une des spécialistes à collaborer à ce projet de loi sur la biodiversité. Alors concrètement, à quoi va servir cette loi en général, mais plus particulièrement pour la Guadeloupe ? Alors cette loi, c'est une loi cadre, c'est une loi assez générale qui comporte 6 titres. Alors vous avez plusieurs dispositions, donc c'est vraiment une très très grande loi. Vous avez des dispositions sur la gouvernance de la biodiversité, c'est une loi qui introduit des nouveaux principes, une nouvelle vision de la biodiversité, donc un rapport beaucoup plus harmonieux. C'est une loi aussi qui instaure un certain nombre de sanctions en cas de non-respect de cette biodiversité. C'est une loi qui va mettre en place aussi l'Agence française pour la biodiversité, donc un opérateur unique. Et en ce qui concerne les Outre-mer, il y a un titre qui est intéressant, le titre 4, qui porte sur l'accès aux ressources génétiques. Donc ces ressources génétiques, on le trouve dans les régions riches en biodiversité, donc dans les plantes, dans les animaux, dans les micro-organismes. Et comme les Outre-mer représentent 80% de la biodiversité française, donc forcément, ça intéresse les Outre-mer. Alors vous avez travaillé sur plusieurs amendements, avec notamment le sénateur Jacques Cornano, mais aussi avec d'autres associations. Comment s'est passée cette collaboration ? Alors oui, c'était vraiment une très belle collaboration. Alors nous, ça fait depuis 2014 qu'on travaille dessus, à l'initiative du CAGI, notamment son directeur, Fred Reynaud. Nous avons réuni un certain nombre d'acteurs et d'associations qui étaient intéressés, qui travaillent dans le domaine de la biodiversité. Donc nous avions par exemple la Plamée des Roms, Cap Guadeloupe, l'UPG, Collectif Vigilance Citoyenne, et puis d'autres associations. Nous avions aussi des attachés parlementaires, notamment l'attaché parlementaire de Mme Carabin et de M. Chalus, ainsi que celui de M. Jacton. Donc nous avons travaillé comme ça pendant 2 ans pour comprendre cette loi et voir les différents impacts qu'elle pouvait avoir pour les Outre-mer et pour les populations locales ultramarines. Alors, vous avez travaillé sur une vingtaine d'amendements, je crois. Oui, alors au tout début, nous, notre travail, ça a été de comprendre, parce qu'on n'était pas tous des juristes, donc comprendre cette loi, comprendre les impacts pour les Outre-mer et ensuite voir comment, dans quelle mesure on pouvait la modifier. Et c'est ce qu'on a fait dernièrement avec le sénateur Jacques Cornano. Nous avons travaillé ensemble, en plus petit comité cette fois-ci, pour vraiment avoir sur l'aspect technique de porter des amendements qui défendent mieux l'intérêt des Outre-mer et de ces populations. 6 amendements ont été, je crois, jugés favorables. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces amendements ? Alors, l'un des amendements dans lesquels je pense qu'on peut être très fiers, c'est l'amendement qui porte sur la proportionnalité. C'est-à-dire que désormais, dès lors que l'Agence française des Outre-mer va recevoir des avantages financiers de l'exploitation de la biodiversité, eh bien, cette somme-là sera réaffectée aux Outre-mer proportionnellement à leur contribution. Donc, comme elle représente 80%, l'espoir, c'est que justement, elles aient justement 80% des avantages financiers. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que la loi prévoit justement dans le cas des partages et avantages, c'est-à-dire quand vous utilisez les ressources génétiques, on vous demande
des avantages, par exemple, d'un partage des avantages, puisque vous pouvez faire beaucoup de profits avec des ressources génétiques, des produits pharmaceutiques et autres. Et donc, dans ce cas-là, dans les partages des avantages, nous, ce qu'on a souhaité, essentiellement, c'est de mettre l'aspect sur le respect de notre environnement, le respect des services écosystémiques, la création et le développement d'emplois locaux, la sensibilisation au public. Donc, tous ces amendements-là sont passés. Donc, c'est une bonne chose aussi pour la création d'emplois locaux ici, tirés de notre biodiversité. Pourquoi a-t-il fallu attendre 2016 pour avoir ce type de loi ? Et malheureusement, le processus législatif prend beaucoup de temps. Il y a eu entre-temps trois changements de ministres. Et malheureusement, certaines questions comme la biodiversité ou l'environnement passent souvent en dernier par rapport à d'autres questions comme le chômage. Une dernière question, quand finalement cette loi sera définitivement adoptée ? Bien, pour l'instant, nous ne le savons pas. Elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, en première lecture au Sénat. Il y a eu un certain nombre d'amendements, donc il y aura une deuxième lecture auprès de l'Assemblée nationale. Et si tout se passe bien, normalement, ça devrait être sous peu. Mais avec le gouvernement, on ne sait jamais s'il y a d'autres urgences entre-temps. Merci Pamela Aubertan d'avoir été notre invitée ce soir sur le plateau d'Alizé. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez donc collaboré à ce projet de loi sur la biodiversité. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous allons ce soir en Amazonie, au Venezuela et puis à Saint-Barthélemy. Voici la Minute Caraïbe. Amazonie, une écorce anti-moustique. Le sucupira, plus connu sous le nom de cœur dehors en Guyane, est un arbre très connu du plateau amazonien et recherché pour la qualité de son bois pour les meubles et les planchers. Aujourd'hui, il pourrait être exploité pour son huile extraite de l'écorce et des graines qui serait à 70% efficace pour tuer les larves du moustique Aedes aegypti, responsable de la dengue, du chikungunya et autres Zika. C'est ce qu'affirme une chercheuse pharmacienne, Anelisa Maciel, de l'université de Lampa au Brésil. L'huile de sucupira possède de multiples propriétés, dont celle d'être aussi un larvicide. Il suffirait simplement de verser cette huile dans les gîtes larvaires et le foyer serait détruit. Une découverte de première importance où l'on pourrait utiliser un produit 100% naturel pour résoudre un problème majeur de santé publique. Le résultat des recherches de cette pharmacienne a été publié dans la revue américaine PLOS ONE au début du mois de janvier. Le président socialiste du Venezuela, Nicolás Maduro, a assuré jeudi qu'il empêcherait l'opposition de prendre la présidence du pays au moment où le Parlement qu'elle contrôle cherche un moyen légal de le pousser vers la sortie. Cet avertissement intervient alors que des dirigeants de l'opposition, dont le gouverneur Enrique Capriles, cherchent des moyens légaux pour hâter le départ du pouvoir de Nicolás Maduro, élu en 2013 pour 6 ans. Enrique Capriles a ainsi appelé à convoquer au plus vite un référendum révocatoire contre le président socialiste ou à réformer la constitution pour réduire la durée de son mandat. Conformément à la loi vénézuélienne, un référendum révocatoire peut être convoqué à partir de la moitié du mandat du président en exercice. Nicolás Maduro sera à mi-mandat le 19 avril prochain. Pour convoquer ce référendum, une pétition signée par 20% des électeurs, soit 3 900 000 personnes, est nécessaire. Un des partis de l'opposition antichaviste réuni sous le nom de Table de l'Unité démocratique a déposé mardi au Parlement un projet d'amendement constitutionnel pour réduire de 2 ans le mandat de Nicolás Maduro et convoquer ainsi les élections à la fin 2016. Un blocage politique qui s'ajoute à une crise économique profonde qui touche le Venezuela. L'île de Saint-Barthélemy a été classée comme étant la destination la plus chère des Caraïbes pour l'hébergement touristique. Selon un audit réalisé par travelmag.com, l'analyse a porté sur le tarif le plus bas pour une chambre double dans un hôtel ou une résidence classée 3 étoiles. 30 îles de la Caraïbe sont passées au crible du cabinet d'études. Au mois de février, pic de la saison touristique dans les Caraïbes, il vous faudra débourser $324 pour passer une seule nuit en chambre double dans un hôtel 3 étoiles à Saint-Barthélemy. Anguilla, qui détient la seconde place avec un tarif moyen de $285 pour une nuit. La troisième place revient à une autre île française, Saint-Martin, avec un tarif moyen de $261 pour une nuit. Tout en bas du tableau, c'est la République dominicaine qui est la destination la moins chère des Caraïbes, avec $43 pour une nuit. La Guadeloupe atteint la 7e place avec un tarif moyen de $192 par nuit, et la Martinique la 21e place avec un tarif de $121 pour y passer une nuit durant la période du 1er au 29 février 2016. Retour en Guadeloupe avec des passagers un peu particuliers cet après-midi à l'aéroport Paul Caraïbes. 16 flamants roses venus tout droit des Pays-Bas intégreront prochainement le jardin botanique de Dehé. Muriel Barlagne a assisté à leur arrivée.
Ils sont partis d'Amsterdam hier en camion, direction Paris, où ils ont pris l'avion pour arriver en Guadeloupe. 16 flamants roses commandés par le jardin botanique de Déhay. Ils sont venus remplacer les 8 spécimens que le site hébergeait et qui ont été tués par des chiens errants en septembre dernier. Alors, ce sont des flamands cubains, puisqu'on a choisi d'avoir des oiseaux caribéens, mais pour des raisons de simplicité administrative, donc ils viennent d'un élevage d'Europe. Et donc, ils ont été élevés dans un élevage en Allemagne et on les a achetés à une entreprise hollandaise, spécialisée dans les élevages de la faune sauvage. C'est à l'aérogare Fret que l'équipe du jardin botanique a récupéré les caissons contenant les flamants roses, après que ces derniers soient passés par la douane et les services vétérinaires. Il leur faudra attendre encore quelques jours avant de pouvoir découvrir leur habitat définitif. Alors, ils seront dans leur enclos à partir de ce soir, mais nous sommes tenus donc de les laisser en quarantaine pendant quelques jours. Et donc, nous pensons les relâcher d'ici 8 jours. En attendant, ils s'habitueront, ils vont se familiariser avec leur milieu, puisqu'ils sont déjà sous le stress d'être partis de leur élevage et d'arriver ici. Donc, on va les laisser une semaine à s'acclimater à leur nouveau milieu, à leur nouvel environnement. Un paon et un faisan sont aussi arrivés, des femelles venues tenir compagnie aux 2 mâles présents sur le site. Le jardin botanique a ainsi investi 37 000 €. Avant de refermer ce journal, on va parler de carnaval avec le groupe emblématique Double Face qui a fait une surprise cet après-midi dans une garderie à Bémao. Riche de 25 ans d'activité, leur prestation n'est pas passée inaperçue. C'était la première fois que le groupe se produisait devant des tout-petits. Une prestation immortalisée par la caméra d'Éric Pommier. Ça, c'est l'effet Double Face, l'art de faire danser les grands et désormais les petits. Nous sommes à la crèche-garderie Eva Benjamin à Bémao. Bien sûr, carnaval oblige, les enfants ont tous une tenue de circonstance. Et avec le groupe Double Face en invité surprise, la fête ne peut être que belle. Au groupe Double Face de mettre du rythme sans retenue pour endiabler quelques minutes la cour de la petite école. Moi, je pense que les enfants ont déjà l'éducation en Guadeloupe, par rapport aux parents, ils connaissent déjà un petit peu le carnaval. Donc après, c'est faut faire la continuité, effectivement. Donc les enfants voient effectivement que le carnaval, ça ne se passe pas qu'à la télé, c'est un groupe avec des gens qui jouent. Donc effectivement, ça leur inculque aussi les valeurs. Voilà. Double Face, c'est 25 ans d'activité et toujours cette musique qui fait trembler les cœurs et fait danser les gens. Aujourd'hui, Double Face est connu sous le nom de Machine à son. Un son qui a fait le succès du groupe. Pas de secret à vous Grégory Gédéon, juste une histoire d'une parfaite harmonie entre les membres. L'avantage qu'on a, c'est qu'après 25 ans, on a quand même le même noyau. Donc ce qui fait qu'on se reconnaît, on se regarde directement, c'est comme le foot. Hein. On sait déjà ce que l'autre va jouer. Donc on a déjà nos repères dans le carnaval, dans la musique. C'est pour ça que les gens ont toujours l'impression que Double Face, c'est très facile. C'est tout simplement un noyau, un groupement. Aujourd'hui, on est des amis. Hein. C'est comme une famille, donc la musique, ça se passe, c'est fluide en fait. Hein. Une demi-heure de prestation, trop court peut-être, mais une fois la qualité y était. La directrice en voulait plus, la musique Double Face en effet vous transcende, mais le programme du groupe est chargé, dimanche bien sûr, il faut qu'il soit prêt pour la grande parade, mais déjà ce soir, Double Face a la mission de soulever la foule, privilège réservé cette fois au public lamantinois et en nocturne. La grande parade du carnaval qui aura lieu donc ce dimanche à Pointe-à-Pitre. Alizé sera bien sûr présent. Avant de vous quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Vous aurez une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Quelques gouttes de pluie sont également attendues. Les températures seront comprises dans la matinée entre 24 et 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre soirée sur Alizé, ce sera votre rendez-vous hebdomadaire Télescopie présenté par Jean-Luc Icard qui reçoit ce soir Olivier Servat, vice-président du Conseil régional. Jean-Luc Icard que vous retrouverez également dès demain 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Je vous souhaite une très bonne soirée et un excellent week-end sur Alizé.